Bonjour, pour ce nouvel Agapé, nous avons choisi de parler de la famille, parce que les grandes vacances approchent, et qui dit vacances dit plus de temps à partager. Mais partager quoi et avec qui? En un peu plus d'un demi-siècle seulement, la famille a profondément évolué. D'abord parce que les motivations du couple ne sont plus les mêmes, parce qu'aussi l'enfant est devenu une personne. Alors résultat, la famille moderne s'est parfois agrandie avec les familles recomposées ou rétrécies avec les familles monoparentales. Nous aborderons également la question de l'homoparentalité, parce que ces familles-là existent également. Il fallait bien consacrer un Agapé à la famille du 21e siècle, puisqu'après le « famille, je vous hais » de Gide, aujourd'hui tous les cas de figure semblent possibles. Je vous présente nos invités. Bonjour, Elisabeth Rodinesco, historienne, directrice de recherche à l'université Paris 7. À vos côtés, un sociologue incontournable, Gérard Mermet, qui depuis 20 ans décrypte les mœurs des Français à travers son Francoscopie, qui est réactualisée tous les 2 ans. Denis Villepelé, vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris. Je précise, c'est important pour nos téléspectateurs, que vous êtes père de famille, père de 2 grands garçons. Et puis à vos côtés également une mère de famille, mais de 2 jeunes enfants. Céline Romer, vous êtes pasteur, théologienne, et au sein de l'Église réformée de France, vous faites partie de la commission couple, conjugalité, famille. Alors avant de lancer ce débat, j'aimerais juste connaître brièvement, vous me l'avez promis, votre vision personnelle de la famille. Votre histoire d'abord, Elisabeth Rodinesco, elle est atypique. Bon, si c'est personnel, je viens en effet d'une famille un peu atypique, puisque quand j'étais enfant, d'abord j'avais un père qui aurait pu être mon grand-père, et une mère qui avait, quand je suis née, 40 ans, et mon père 60. Donc déjà, oui, à l'époque, de vieux. Oui. Et j'étais la seule enfant de parents divorcés à l'école. Donc dans les années 50, et en outre, la seule enfant dont la mère occupait une fonction de professeur de médecine. Donc un poste important. Plus que ça, enfin elle était la 2e femme de France à être médecin des hôpitaux. Ce qui fait qu'elle partait au travail à 8h du matin, même un petit peu plus tôt, et j'étais déposée à l'école, donc c'était inversé. Et en outre, je dirais, 3e cas de figure, on s'entendait très bien, j'avais été favorable au divorce de mes parents, et donc j'avais un 2e père qui était un beau-père, donc j'avais 3 Vous entendiez bien avec lui? Oui, bien sûr, donc j'ai un souvenir d'enfance, de famille, c'était formidable. Enfin, une histoire qui forge un caractère, Elisabeth Rodinesco. Oui, mais bon, de façon assez positive. Gérard Mermet, votre vision personnelle de la famille? Alors moi, je ne veux pas vous parler de ma famille à moi, je ne pense pas que ça intéressera énormément les téléspectateurs, mais plutôt de la famille telle que je peux l'observer depuis des années. Oui. Alors, pour être très synthétique, je dirais que si on regarde les choses de façon quantitative, statistique, à partir des chiffres, on a l'impression que tout va mal, puisque la famille, elle se décompose, les mariages sont moins fréquents, ils sont plus tardifs, on fait moins d'enfants, même si depuis quelques années, il y a un rattrapage spectaculaire d'ailleurs en France. En tous les cas, il y a un enfant de moins que dans les années 60, en moyenne. Les divorces sont de plus en plus fréquents, les enfants apparaissent hors mariage dans la moitié des cas. Bref, on a l'impression que c'est plus du tout la même famille que celle qu'on a connue pendant très longtemps. Et ça, c'est le point de vue quantitatif. Si on regarde les choses qualitativement, on s'aperçoit que ça va plutôt bien. La famille reste la valeur essentielle, première aux yeux de tous les Français. Et donc, je crois que c'est de ce paradoxe qu'il faudra parler tout à l'heure. Oui, ce sera le sujet du débat. Denis Villepelé. J'ai envie de dire 2 choses. La première, comme exerçant des fonctions à l'intérieur d'une famille, j'ai envie de dire c'est éprouvant, c'est éreintant, c'est parfois fatigant, on a envie de les envoyer... valser. Les valser, oui, soyons clairs, mais c'est passionnant. La deuxième chose que je dirais bien, alors, en prenant mes distances, c'est de dire, dans le fond, dans notre société, toutes les institutions qui ont une fonction éducative finalement traversent aujourd'hui une sorte de crise. C'est-à-dire ne savent pas bien où elles en sont. L'école, l'église, les clubs de sport et la famille. Et parmi toutes ces institutions-là, finalement, je rejoins ce que vous avez dit, la famille ne se porte pas si mal que ça. On a l'impression qu'elle demeure, elle reste, elle subit des assauts de partout. Finalement, c'est assez difficile de préciser quels sont les rôles des uns et des autres, nous allons mais elle tient. en parler. Céline Romer, enfin.
Ma vision personnelle de la famille, moi, je lâcherais le mot aventure. Ouais. Vraiment, je pense que la famille, c'est comme ça, en tout cas, je la vois. C'est vraiment pour moi une aventure, et qui dit aventure dit risque, dit découverte, parce qu'au fond, c'est le premier lieu d'expérience d'un vivre ensemble. Pour la première fois, il faut vivre ensemble. Pour le plus grand bonheur ou parfois pour le plus grand malheur des uns et des autres. Et puis qui dit aventure dit aussi qu'on n'est pas à l'abri des échecs. La réussite n'est pas forcément au bout de la course. Et parce que je suis chrétienne, je dirais que par contre, on peut vivre la famille au bénéfice d'une autre promesse. Pas une promesse de réussite, mais une promesse de vivre cette aventure pas seul, mais accompagné et fondamentalement dans l'espérance. Bon, très bien, ça promet. Tout récemment, un livre consacré à la famille a été un véritable best-seller. Il s'agit du fameux « Famille » au pluriel « Je vous aime » du philosophe Luc Ferry. Malheureusement, il ne pouvait pas être là avec nous aujourd'hui, mais il a accepté de répondre aux questions de Valérie Manuel. Luc Ferry oppose la famille moderne à la famille traditionnelle. Écoutez-le. La famille moderne, elle repose sur une invention qui est quand même quelque chose de magnifique, qui est l'invention du mariage d'amour. Sous l'Ancien Régime, comme le montrent les grands historiens, depuis Ariès, on ne se marie jamais par amour. Et donc, le principe du mariage, c'est le lignage et l'économie. Bien sûr, quand vous fondez le mariage sur l'amour, ce qui va être la règle dans les sociétés modernes, dans les sociétés démocratiques, occidentales, vous inventez aussi le divorce, parce que si le seul fondement du mariage, c'est l'amour, alors dès lors que l'amour n'est plus là, bien sûr, les gens ont tendance à divorcer, ce qu'ils ne faisaient pas dans les siècles antérieurs. Mais quand vous regardez encore un peu plus profondément, il faut voir que la famille bourgeoise, elle est inséparable aussi d'une institution qui s'appelle le bordel. Les femmes, très souvent, y sacrifient non seulement leur vie professionnelle, mais leur vie privée, à un mari qui les trompe allègrement. Et ces familles, malheureusement, très souvent, sont minées aussi par des secrets de famille, comme on les appelle, par des mensonges, par des hypocrisies qui permettent d'avoir une apparence de fidélité, de stabilité, aussi une réalité de la stabilité, mais à un prix parfois très élevé en termes d'authenticité et de sincérité. Et donc je crois que quand on parle de la famille aujourd'hui, il faut voir que cette famille fondée sur l'amour, elle ne va pas si mal que ça, et que parfois même, je vais être un peu provoquant, on s'occupe mieux et plus des enfants après un divorce et à travers le divorce que parfois, on ne s'en occupait dans des familles qui restaient, encore une fois, stables sur le papier et officiellement, mais qui, en vérité, étaient très souvent minées par des hypocrisies. Et donc, je crois que ce qu'il y a derrière, pour peut-être arrêter là, c'est que dans cette histoire du mariage d'amour, on va avoir un nouveau rapport aux enfants, on va les aimer probablement comme jamais. Et peut-être aussi quelque chose qui est très très important, c'est qu'à mes yeux en tout cas, enfin c'est toute la thèse de mon livre, on va inventer une nouvelle figure du sacré. Le sacré, encore une fois, c'est ce pourquoi on peut se sacrifier. Et je pense qu'aujourd'hui, fondamentalement, les seuls êtres pour lesquels l'homo democraticus est prêt à se sacrifier ou à risquer quelque chose de sa vie, c'est l'être humain. C'est pas Dieu, la patrie ou la révolution. Et donc je pense que dans la politique, ça se sent aussi, et que la politique moderne, elle va prendre ce tournant de s'intéresser à la limite davantage aux Français qu'à la France, davantage aux humains qu'aux entités abstraites, fût-ce cette entité patriotique, et que cela est un des effets en profondeur de l'histoire de la famille moderne. Alors, la famille moderne opposée à la famille traditionnelle. Alors les uns et les autres, êtes-vous d'accord? D'abord, Denis Villepelé. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette opposition? C'est argumenté, hein? Oui, c'est argumenté. En tant que théologien, ça me gêne un peu, cette opposition-là. Parce que s'il y a une chose à laquelle l'Église catholique tient, c'est dire que les formes familiales peuvent être très diverses. La famille en Afrique n'est pas la même que la famille chez nous, n'est pas la même que la famille en Asie, n'est pas la même. Donc c'est pas la diversité des formes familiales qui, tient l'Église catholique en tant que telle. Quand il explique que cette famille traditionnelle repose finalement en grande partie sur le mensonge, sur le non-dit, sur l'hypocrisie. Si je regarde l'histoire du côté de notre religion catholique,
on parlait autant d'amour au Moyen-Âge, lorsque l'on fondait la famille et lorsqu'on a réfléchi sur le sacrement du mariage, qu'on en parle maintenant. Ah bah là, je m'adresse à l'historienne. Oui, non, je crois je crois qu'en effet, on est obligé de faire des périodisations. Ce qui ne va pas, bien sûr, dans ce qui a été dit par Luc Ferry, c'est l'idée qu'il y aurait plus d'hypocrisie et moins d'hypocrisie. Voilà. Ça, c'est de la psychologie, un peu de bazar. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il y a eu, bien sûr, des changements et que... disons que le mariage n'est plus la même institution, l'invention du mariage d'amour qui est romantique, hein, c'est le 19e siècle. C'est quand précisément? Alors le mariage, ce que les historiens appellent le mariage d'amour, c'est-à-dire c'est la fin des mariages arrangés qui, après la Révolution française, ce qu'on appelle les mariages arrangés, c'est les familles qui arrangeaient les mariages. Alors vous avez le premier magnifique exemple, c'est Victor Hugo. C'est vrai que là, il y a eu un changement. Mais ça, c'est un changement du mariage, c'est-à-dire de l'institution de la famille. Mais ça détermine toutes les relations au sein même de la famille. La question, il ne faut pas confondre mariage, qui est l'institution de la chose, et famille, catégorie anthropologique. De la famille, c'est universel. Voilà, de la famille, toutes les sociétés, il n'y a pas une seule société humaine où on ne fasse pas de la famille. Et à partir de là, en effet, les changements historiques sont des changements d'institution de la chose. Alors, c'est vrai que les grands changements, là, en deux mots, c'est à partir de la fin du 19e siècle, d'abord le grand changement féodal, famille romantique, et puis à partir de la fin du 19e siècle, quand les femmes vont arriver progressivement à avoir l'égalité. Et là, les femmes qui travaillent, l'émancipation des femmes, il y a une terreur de tous les démographes, c'est qu'il y ait la fin de la famille et qu'on fasse plus d'enfants. Plus du tout, puisque les femmes ne seraient plus seulement procréatrices. Alors vous, justement, le spécialiste des chiffres, elles ont arrêté de faire des enfants à cette époque-là, en France? Non, à cette époque, hein. À cette époque, oui, il y a eu des mouvements démographiques, mais qui étaient liés aussi à l'environnement international, à la présence des guerres, etc. Moi, je voudrais revenir sur l'idée d'hypocrisie. Alors peut-être pour la traiter autrement, je pense qu'il y a eu pendant très longtemps des pressions sociales qui s'exerçaient sur les couples et qui faisaient qu'il était peu acceptable, voire inacceptable, de se séparer au simple prétexte qu'on ne s'entendait pas, ou moins. Aujourd'hui, et singulièrement évidemment depuis les années 60, on est entré dans un autre type de société où la liberté individuelle est au fond aussi importante que la volonté de vivre ensemble. Le grand défi des couples contemporains, c'est de vivre heureux ensemble et séparément, c'est-à-dire de préserver une part de liberté personnelle au sein d'un couple qui serait quand même harmonieux. Donc c'est un défi qui est très difficile à relever, ce qui explique que ça ne marche pas toujours et que les désunions soient fréquentes. C'est 40% aujourd'hui, 45% même de taux de divorce et de rupture par rapport au mariage. Ceci étant dit, Céline Romer, on connaît tous des couples en difficulté, des familles en difficulté, mais qui ne divorcent pas. Parce que finalement, ce modèle de cette famille traditionnelle reste un idéal. On ne sépare pas la famille. Oui, peut-être un peu trop quand même. Peut-être un peu trop un idéal. Parce que vous dites, oui, il y a des gens qui ne divorcent pas et pourtant la famille n'est plus un lieu de vie. Et ben, c'est pas forcément glorieux. Il y a un moment donné, si la vie n'est plus possible, si la parole ne circule plus, il faut pouvoir avoir cette liberté, cette prise de responsabilité de se séparer, d'arrêter le massacre au fond. Hein. Quand c'est mortifère, il faut se tourner vers la vie. Je pense que votre voisin ne sera pas d'accord sur le sujet. Mais moi, je voudrais revenir juste sur une chose. Je voudrais juste, parce que j'ai la parole, je vais en profiter, je voudrais revenir sur cette image, sur ce mot idéal de la famille. Je suis assez frappée, moi, de voir à quel point, justement, ça fonctionne. Vous rappeliez les chiffres, on parlait de la famille qui reste une valeur largement partagée, plébiscitée par les uns et les autres. C'est très étonnant parce que je crois que, alors là, je parle en tant que théologienne, il n'y a pas à sacraliser la famille. Enfin, je veux dire, il n'y a pas, c'est pas le lieu de tous les idéaux où il y aurait un âge d'or perdu de la famille qu'on regretterait et vraiment on pleure sur ce passé glorieux qu'on a perdu de la famille. Je ne le crois pas. Et le meilleur exemple, enfin, l'exemple le plus frappant pour moi en tant que théologienne, c'est dans la Bible. La Bible est un exemple où on voit cette pluralité des modèles familiaux qui est tout à fait présente dans la Bible. Et je pense particulièrement à l'Ancien Testament. Quand on lit l'Ancien Testament, on découvre des histoires terribles de
famille qui est bien loin de nous brosser un tableau de modèle familial exemplaire, idéal, qu'il faudrait absolument suivre coûte que coûte. On parle de viol, d'inceste, d'endogamie. C'est terrifiant à la limite. On est bien loin d'un idéal. Ceci étant dit, finalement, vous ne partagez pas l'analyse de Luc Ferry, qui, lui, observe que la famille, c'est aujourd'hui de l'ordre du sacré. Je ne pense pas que la famille soit de l'ordre du sacré. Je pense également qu'il exagère, parce qu'il n'y a pas dans l'opinion et le vécu des Français et des familles, cette idée de remplacer la disparition éventuelle ou la moindre importance du sacré traditionnel à travers la religion par un sacré laïque, si on peut dire, dont serait porteur la famille. Je crois qu'au contraire, il y a tout simplement une sorte de repli positif, si je puis dire, sur une sphère domestique, familiale, dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on essaye de composer en fonction de l'identité que l'on a ou que l'on espère avoir singulièrement et ensemble. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, une des explications de ce mouvement spectaculaire de hausse de la natalité en France. Dans un environnement qui est jugé comme négatif, menaçant, inquiétant, eh bien, les Français font beaucoup d'enfants, alors qu'on a pu imaginer le contraire, tout simplement parce que, à mon avis, se protègent de ce monde qui leur apparaît un peu menaçant en ayant une vie familiale qui leur paraît plus facile à maîtriser. Elisabeth Rony. Oui, attention à ce qu'on dit quand on dit faire plus d'enfants. Les familles 19e siècle, c'était 5, 6, 7. Absolument. Aujourd'hui, ce qu'on appelle faire beaucoup, c'est plus que 2. Donc là, il y a un changement radical. Le changement radical aussi, c'est en effet l'idée que, en gros, si on commence sa vie sexuelle, mettons, à 16 ans, qu'on se marie, même jeune, aujourd'hui on ne se marie pas, parce qu'on n'a pas besoin de se marier, c'est la famille qui compte. Oui. C'est pas le mariage, puisque les enfants nés hors mariage sont traités exactement comme... donc ce qui est en défaite, c'est plutôt le mariage, mais pas la famille. D'autre part, il y a un point quand même sur lequel Luc Ferry, à mon avis, a raison. C'est vrai que sans sacraliser, dans les sociétés très individualistes comme les nôtres, en ce moment, peut-être ça peut changer, mais dans l'état actuel des choses, c'est vrai que la valeur famille est quelque chose qui a pris la place de la valeur patrie, de la valeur engagement politique et de la valeur religion. Ça, c'est quelque chose qu'on peut déplorer par certains côtés, là, mais en même temps, c'est un fait que dans une société qui est quand même majoritairement athée, matérialiste, avec beaucoup de difficultés avec la spiritualité, c'est vrai que la famille est un lieu. Bon, et je dirais aussi quand même, et là la psychanalyse joue un rôle considérable, si on veut contester la famille, c'est-à-dire si on veut se structurer, tout sujet doit se structurer dans une sorte de rébellion intelligente, qui doit ensuite basculer, de la famille est nécessaire. Toutes les expériences d'abolition de la famille ont échoué. Il faut de la famille pour même contester quelque chose. Est-ce qu'il y a des exemples d'abolition de la famille ? On avait tenté en Union soviétique l'abolition de la famille, avec un principe très généreux au départ. C'était justement de dire on n'a pas besoin de tout ce poids. Bon, ça n'a absolument pas marché. Et puis vous avez d'autres exemples, les enfants abandonnés qui n'ont pas de famille, élevés même merveilleusement dans une collectivité, ça ne va pas. Il y a besoin, si vous voulez, d'une famille, en tout cas de substitut. C'est pas biologique ce que je dis, mais des enfants ont besoin de quelque chose qui ressemble à de la famille. Peu importe que ce soit de même sexe ou pas, de la famille. Pour les chrétiens, la famille idéale, ça reste quand même le papa, la maman, les enfants ? Non. Non pour vous non. Et pour vous ? Non. Et je redis ce que tous les textes du magistère ont toujours dit, c'est que n'est pas lié à ce que le christianisme ou le catholicisme dit de la famille un modèle unique de famille. Parce que sinon, on va faire de l'européocentrisme en disant ce qui se passe chez nous, c'est tout à fait conforme, etc., etc. Il y a un certain nombre de balises qui sont données, mais il n'y a pas de modèle unique dans ce domaine-là. Alors peut-être que traditionnellement, on a considéré que la famille chrétienne, c'était papa, maman et beaucoup d'enfants. Céline Romer. Oui. Non, je voudrais dire simplement que la Bible ne pose pas un modèle familial et il n'y a pas une parole fondatrice de la famille dans la Bible. Il n'y a pas d'institution de la famille dans la Bible. Donc comme notre référence dans l'autorité vient de la Bible, je ne peux pas dire il n'y a pas une famille, voilà le modèle et débrouillez-vous pour rentrer dans le moule. Ça non, certainement pas. Donc il y a une mauvaise interprétation de la Bible ?
Il y a des interprétations de la Bible, pas forcément mauvaises, il y en a plusieurs, la preuve. Tout chacun la lit d'où il est aussi. Interpréter la Bible. On a quand même fait fonctionner pendant un temps la religion chrétienne chez nous de façon très idéologique, pour entériner un ordre, disons un ordre social qui arrivait, et on a sanctifié la famille. Comment on va dire, la famille qui à mon avis a existé très peu de temps. Père, mère, etc. On a sanctifié le mariage plus que la famille. J'insiste quand même. C'est une première souhaité terminer. Oui, je voudrais juste finir sur la Bible. Bon, il n'y a pas de parole fondatrice de la famille sur la Bible. Mais du mariage. Voilà, non plus. Pas du mariage, non. Enfin. Pas de mon point de vue. Il n'y a pas de parole qui institutionnalise le mariage dans la Bible. Il n'y en a pas. Il peut même y avoir la polygamie. Bien sûr, oui, tout à fait. La prostitution, on vend ses femmes, on négocie avec ses servantes pour faire des enfants. Oui, on trouve des choses assez terribles. Parce qu'au fond, je dirais que dans la Bible, je ne suis pas sûre que la famille, ce soit vraiment le problème. Enfin, c'est pas franchement à ça qu'elle s'intéresse. Je me rapproche un peu, je pars de l'Ancien Testament, je me rapproche un peu du Nouveau Testament. Le Christ, d'ailleurs, lui-même, Jésus a des propos très durs sur la famille. Quand il parle de sa mère, quand il dit qu'il vient séparer le fils du père, la fille de sa mère, c'est terrible. Et c'est choquant, je crois, assez volontairement, mais c'est assez provocateur. Et au fond, pourquoi ? Non pas pour dire c'est pas important la famille et casser tout, et vivez ce que vous voulez, c'est pas ça du tout. C'est que je pense qu'il est en train de nous désigner une autre famille, qui est une famille que nous, chrétiens, nous appelons la famille spirituelle, c'est-à-dire que Jésus, pour la première fois, va nommer Dieu comme étant le Père, il va l'appeler Abba, avec une intimité toute particulière, et parce que Dieu est venu vivre cette solidarité parmi les hommes, incarné en Christ, pour vivre parmi nous comme un père. Et c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on va se reconnaître, vous et moi, comme étant frères et sœurs. Et là, la famille spirituelle, c'est ça l'intérêt de l'Évangile. C'est-à-dire, elle vise pas la famille telle que nous la connaissons et la vivons tous. Elle désigne une autre famille. Elisabeth Ronesco, souhaite vous répondre. Je crois quand même qu'avec l'institution du mariage, qui existe aussi dans toutes les sociétés, il y a quand même des grands interdits fondamentaux qui sont fondateurs des règles familiales. Il y a d'abord l'interdiction de l'inceste. Et ça, c'est capital, c'est dans toutes les sociétés. On n'a pas le droit d'épouser sa mère ou son père. Bon, là, on a eu avec ça la tragédie grecque, qui a montré à quelle tragédie ça aboutissait. C'est toujours valable, et ça marche toujours, et c'est une nécessité absolue. Denis Villepellé, je voulais vous faire réagir au récent déplacement du pape, qui, à chacun de ses déplacements, parle de la famille. Pourquoi la famille est-elle si importante ? Pourquoi apparaît-elle comme vraiment la priorité des priorités pour l'Église catholique ? Je crois qu'au départ, en remontant un peu dans ce qu'on pourrait appeler des fondements, je crois qu'il faut partir de cette idée que le catholicisme et le christianisme, sa spécificité, sa singularité, c'est d'être une religion de l'amour, au sens fort du terme. Mais en même temps, dans la conception chrétienne de l'amour, il y a trois choses qu'on ne sépare pas, qu'on essaie de lier ensemble dans la foi. Eros, le plaisir, le désir, la sexualité, le corps, etc. Philia, la connivence, la complicité, l'amitié, ce qui est nécessaire dans un couple. Et puis agapé étant d'ailleurs la réunion des deux. Et agapé. Le troisième, c'est l'idée de don. Alors, je pense que dans toute vie familiale en tant que telle, il y a du don quelque part. Du don tout simple, tout quotidien. Le fait de ne pas dormir la nuit parce que les enfants ne sont pas rentrés, c'est une manière de vivre cette donation sans raison, cet investissement-là. Alors, là, l'idée chrétienne, l'idée catholique, c'est de dire les trois sont liés. Pas liés au sens, ça y est, ça forme un tout. C'est-à-dire que la vérité de l'un va dépendre de la vérité de l'autre. Alors, et la plus belle donation pour un homme et une femme qui s'aiment, c'est l'enfant qui va naître.
C'est-à-dire que agapé va se traduire par le fait de l'enfant qui vient, la génération qui va suivre, etc., etc. Alors, à mon sens, la raison théologique qui fait qu'on peut attacher énormément d'importance à la famille, je reviendrai, c'est ce lien fondamental qu'on fait entre les trois et qu'on retrouve d'une certaine manière dans la figure christique en tant que telle. J'étais très intéressée quand vous distinguez effectivement l'éros, la philia et l'agapé. Je voudrais dire quelque chose qui est fondamental quand même dans la conviction de la tradition réformée. L'agapé, c'est donc l'amour inconditionnel qui se donne sans exiger la réciprocité. C'est un don absolu, même s'il désire